Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, de petits lutins joyeux. Antoine Bueno. Bonjour monsieur le franc-tireur. Enchanté. Moi aussi. Ça va? Oui, Ça va bien? Ça va bien? Bah, bienvenue chez moi. Je vous suis. Nos amis nous attendent. Bah oui, bien sûr. Ils sont toujours là près de nous. Hein. Écoutez, on est venu du Québec Oui. expressément pour Oui. se faire expliquer Oui. toutes ces métaphores codées, cachées Oui. par Peyo dans les Schtroumpfs. Oui. Vous avez fait un livre là-dessus. Oui. Je vous écoute. Le village des Schtroumpfs est un archétype d'utopie totalitaire empreinte de stalinisme et de nazisme. La société des Schtroumpfs est une société de bonheur, une société de félicité. Ils sont tous heureux. Ah, ils sont tous heureux. Alors ça, c'est répété à plusieurs reprises, il n'y a aucun doute. En fait, ils sont tous Schtroumpfs. C'est ça, exactement. Je vois que vous parlez Schtroumpf. Oui, je parle on Schtroumpf. va pouvoir parler J'ai grandi différemment. bercé par des Schtroumpfs. Évidemment. Société aussi collectiviste, société sans argent, etc. C'est vrai, il y a une etc. haine de l'argent dans les Oui, Schtroumpfs. absolument. C'est pas innocent? Ah non, ça c'est pas innocent, c'était tout à fait assumé pour le coup par Peyo, le créateur des Schtroumpfs, qui refusait absolument que le système d'échange marchand employé par les humains pénètre cette société. Et d'ailleurs, il consacre à la question un album entier qui est un excellent album et que moi je conseillerais volontiers en introduction à la science économique. Le Schtroumpf financier. Exactement, vous connaissez vos classiques. Donc dans le Schtroumpf financier, un bon petit Schtroumpf, croyant bien faire mais ayant une très mauvaise idée, introduit l'argent au village des Schtroumpfs. Et là, les Schtroumpfs d'heureux deviennent très malheureux. Ce qui se passe, c'est que les Schtroumpfs improductifs, évidemment, se mettent à dépérir. Et les Schtroumpfs très productifs, comme par exemple le Schtroumpf bricoleur ou le Schtroumpf boulanger, eux, s'enrichissent énormément. Donc, c'est la naissance des inégalités. Et l'apparition d'un peu de malheur. Le bonheur des Schtroumpfs, le bonheur utopique est brisé. Absolument, absolument. Et je vois que vous êtes un intervieweur très, très pointu. Hautement entraîné. Eh bien, d'accord, c'est beaucoup de travail. Le grand Schtroumpf. Oui. Pour vous, le grand Schtroumpf, c'est pas n'importe qui. Le raisonnement est le suivant. À partir du moment où on trouve pas mal d'éléments de communisme, où on trouve même des éléments qui font penser à l'URSS, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et comparer ce chef charismatique à l'un des plus sanguinaires de l'URSS, l'un des principaux, Staline. Le Schtroumpf à lunettes. Lui, je l'ai comparé à Trotsky. Alors, évidemment, il y a ces lunettes, ces lorgnons qui y font penser, et puis surtout son traitement, puisque il fait l'objet de vexations, de brimades. On peut tout à fait frapper comme on veut le Schtroumpf à lunettes, et on sait l'image qui était répandue de Trotsky dans l'URSS stalinienne comme l'ennemi absolu. Donc, l'intellectuel, il faut le battre physiquement. Le Schtroumpf à lunettes, il est aussi le moralisateur. C'est donc ce qu'il pourrait rester de la police politique, puisqu'il regarde à la loupe, ce sont ça les lunettes, ce sont des loupes, il regarde à la loupe ce que chacun de ses petits camarades fait, et c'est un comportement totalement policier, visant à redresser les comportements dans le sens, je cite, de ce que dit toujours le grand Schtroumpf. Passons au nazisme. Oui, on trouve les éléments, les structures d'une société fasciste dans les Schtroumpfs, parce qu'une telle société est organisée sur un modèle corporatiste. C'est exactement ce qu'on a chez les Schtroumpfs, puisque les Schtroumpfs sont qualifiés non pas en fonction de leur personnalité, mais en fonction de leur attribution sociale, de leur emploi dans la société. C'est exactement un modèle corporatiste. Le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf ci, le Schtroumpf ça. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui explique, à mon avis, qu'il n'y ait qu'une seule Schtroumpfette. Puisque si la société des Schtroumpfs est un corporatisme stylisé, de même qu'il n'y a qu'un seul Schtroumpf bricoleur, il n'y a qu'une seule Schtroumpfette qui représente toute la fonction d'être femme. Ça, c'est la structure horizontale d'une société fasciste, le corporatisme. Avec un leader fort. Absolument. Et la structure verticale, c'est une structure que des penseurs comme Hannah Arendt, par exemple, ont qualifiée d'atomisée. C'est-à-dire qu'il y a un chef unique, c'est exactement ce qu'on trouve, c'est le grand Schtroumpf, qui est directement posé face au peuple entier, tous les petits Schtroumpfs, sans aucune structure intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, chez les Schtroumpfs, de partis, il n'y a pas de syndicats, de corporations, de familles, etc. C'est un pouvoir direct d'un seul chef unique qui a tous les pouvoirs. Kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
Le racisme nazi, c'est une théorie de la hiérarchie des races. Cette théorie, on la retrouve dans le premier album des Schtroumpfs, que les pays anglo-saxons ont refusé d'adapter, ou en tout cas qu'ils ont fini par adapter en le transformant, puisque les Schtroumpfs noirs est devenu The Purple Smurf, le Schtroumpf violet. Et pendant longtemps, on a refusé même de l'adapter. C'était le seul album qui n'avait pas été adapté. Ça me permet de dire d'ailleurs que si mon livre est la première vraie monographie consacrée aux Schtroumpfs, bien avant moi, il y avait beaucoup de méfiance et d'intuition concernant les Schtroumpfs, principales d'entre elles venant des États-Unis, qui y voyaient à la fois du racisme pour cet album-là et évidemment une grande méfiance vis-à-vis du communisme ou du socialisme de l'œuvre. Les Américains voyaient déjà la marque du communisme. Oui, dans absolument. les Ils se sont beaucoup méfiés de ce type d'œuvre-là, allant jusqu'à imaginer que leur nom anglais, The Smurf, soit l'acronyme de Small Men Under Red Forces. Donc on a dans Les Schtroumpfs noirs un exemple de hiérarchie des races, puisque dans cet album, le premier de la série quand même, c'est pas anodin, les Schtroumpfs sont malades. Quand ils sont malades, ils deviennent pas violets, voilà, ils deviennent noirs. Il n'y a pas que ça, c'est que quand ils sont noirs, ils deviennent débiles. Et quand ils deviennent débiles, ils perdent l'usage de la parole et ils ne font plus que sauter comme des guerriers bantous en disant niap niap niap, et leur objectif final, c'est de croquer leurs camarades pour les transformer à leur tour. Croquer égale cannibalisme. Dans le racisme nazi, on trouve évidemment une adoration de la blondeur, de l'arianisme. C'est l'inverse de ce dont on vient de parler. Et là, c'est l'épisode de la Schtroumpfette, parce que la Schtroumpfette est créée par Gargamel. C'est une créature du mal. Victoire, j'ai créé une Schtroumpfette. J'appelle Gargamel. Est-ce que vous m'entendez? Elle est créée brune. Et quand elle arrive brune au village, tout le monde s'en fout. Elle ne séduit personne et elle agace même passablement. On la trouve affreusement laide. Il faut que le grand Schtroumpf se livre à une opération de chirurgie esthétique Schtroumpf qui rend la Schtroumpfette blonde pour que, instantanément, tous les Schtroumpfs en tombent amoureux. Idéalisation d'un type humain. Bonjour. Bonjour, Schtroumpfette. Le dernier élément qui est caractéristique du racisme nazi, évidemment, c'est l'antisémitisme. C'est le personnage de Gargamel qui est l'ennemi absolu, le mal absolu, dont le faciès fait vraiment penser à l'une de ces caricatures qui courait dans le régime nazi. Et son chat s'appelant Azrael, donc Azrael, Israël, allitération, et sa motivation pour l'argent, il est extrêmement cupide. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments qui font penser au racisme. Maintenant, y a-t-il du fascisme dans les Schtroumpfs? Y a-t-il du fascisme dans les Schtroumpfs? Alors, la réponse est potentiellement oui, parce que d'abord, le village des Schtroumpfs se pose en antidémocratie. Pourquoi? Parce que dès la deuxième BD, deuxième album, encore une fois, c'est pas innocent, hein. Deuxième album, le grand Schtroumpf, toujours ici présent, est obligé de quitter le village. Et en son absence, les Schtroumpfs se demandent qui va bien pouvoir le remplacer. Une campagne est donc organisée et l'un des petits Schtroumpfs comprend qu'en racontant n'importe quoi, en faisant n'importe quelle promesse, on va pouvoir être facilement élu. Et évidemment, ça ne manque pas. C'est un raz-de-marée. Il est élu à la quasi-unanimité. Et là, dès ce moment-là, il commence une très dangereuse dérive autoritaire. Les Schtroumpfs sont aussi, nous l'ignorions, phallocrates. Ah oui. Pourquoi? C'est dire que la conception de la féminité dans le monde des Schtroumpfs est bien pire que celle du judéo-christianisme, puisque Ève est une créature de Dieu et elle est le produit dérivé de l'homme. Alors que la Schtroumpfette, elle est créée par le mal. C'est exactement l'inverse, pas par Dieu, mais par le mal absolu, la créature de Lord Satan, qui est le sorcier Gargamel. Et en plus, elle est totalement artificielle, puisqu'elle est issue d'une formule qui est tout à fait célèbre. Alors, un brin de rouerie, beaucoup de mauvaise foi, j'en passe et des meilleurs, etc. Et elle fout le bordel dans le village. Et elle est là, en tout cas, effectivement, pour foutre le bordel dans le village, et ça ne manque pas. Et d'ailleurs, cette espèce de culpabilité intrinsèque des auteurs de la série a essayé d'être rachetée par un album qui est récemment paru, qui s'appelle La Grande Schtroumpfette, album dans lequel le Grand Schtroumpf donne son pouvoir à la Schtroumpfette uniquement pour un épisode, histoire de prouver qu'elle n'est pas si débile et nunuche que ça. Peyo a jamais laissé entendre que sa démarche était politique, qu'il admirait Hitler. Ah non, pas du tout. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Lui, il avait quasiment aucune culture politique et encore moins d'engagement. S'il était situable, c'était plutôt au centre, ce qui est pas bien méchant. Donc rien de tel. Mais figurez-vous que dans les réactions que j'ai eues à mon livre, je me suis fait de très grands ennemis de la part de l'extrême droite française, qui m'a accusé, puisque c'est une accusation pour eux,
d'être un juif masqué qui perpétuait le combat éternel de la juiverie internationale contre la France. Bien sûr. En France, oui. Est-ce que vous êtes devenu une sorte de petite célébrité de l'essai provocateur? C'est-à-dire que ce soir, je vais réaliser effectivement l'un de mes rêves, c'est-à-dire paraître dans une très grande revue de X de porno qui s'appelle Hot Video. Bien habillé? Ah oui, non, moi je serai totalement habillé, mais je vais rencontrer en même temps la Schtroumpfette. Vous voyez, c'est les hasards de ce buzz international, c'est que des médias de différents genres, aussi impudiques finalement que le vôtre, se sont présentés à moi. Si vous deviez trouver un pourcentage de votre démarche qui est purement provocatrice, ce serait quel pourcentage? C'est pas de la provocation. Mais il y a quand même une part de provocation. Non, c'est un côté plus potache, absurde. Antoine Bueno, vous avez pulvérisé certaines de mes illusions d'enfance, mais vraiment absolument fascinant. Ben, merci beaucoup. Je vois la vie d'un autre œil maintenant. Oui.